ainsi que Zadissa Koumaré, qui est jusqu'ici président de la Commission nationale du Burkina Faso. Merci de votre également. Voilà, bienvenue. Très intéressant de savoir là. Cellule d'Alain Diallo, ancien Premier ministre de Guinée, candidat aux élections présidentielles en 2015, si elles ont lieu normalement, vous espérez, je sais. Et puis Zadissa Koumaré, vous êtes donc président de la commission nationale, c'est ça? Bon. Allez, commission des finances de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Alors, je vous propose d'abord, premier temps, vous nous dites un peu quelle est la situation chez vous, Burkina Faso, par rapport à la crise politique que vous venez de connaître avec le départ de Blaise Compaoré, et Guinée par rapport à Ebola, parce que vous êtes un des 3 pays les plus touchés. Donc, peut-être premier temps, chacun d'abord, vous nous dites un peu où ça en est chez vous, et puis ensuite, vous nous donnerez votre regard sur la situation française. Mais il y a quand même cette actualité sur laquelle on aimerait vous entendre. On commence par vous, madame, bien évidemment. Après le départ de Blaise Compaoré, il y a quand même une situation politique qui est encore un peu confuse, je crois. Oui, je suis madame Koumaré Zadissa, ancienne parlementaire, je précise, parce que là, l'Assemblée nationale est dissoute depuis le 31 octobre 2014, il y a un mois à peine. Voilà, donc là, je suis ancienne parlementaire. Effectivement, j'étais la première vice-présidente de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Parlant de mon pays, le Burkina Faso, c'est effectivement ce petit pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest qui a 17 millions d'habitants sur une superficie de 274 000 km², qui avait un président depuis 27 ans, le président Blaise Compaoré, et puis dans le processus de la démocratie a voulu modifier la constitution à son article 37 afin de briguer un mandat présidentiel supplémentaire. Et puis bien sûr il y a eu cette insurrection populaire, un peuple suffisamment mature que beaucoup de politiciens ignoraient. Et cette insurrection populaire qui a obligé bien sûr le président Blaise Compaoré à la démission. Et puis dans un premier temps, les militaires, la grande miette a pris ses responsabilités, a pris le pouvoir. Et sous la pression du peuple et de la communauté internationale, cette grande miette était obligée de passer le pouvoir aussi. Donc aujourd'hui, nous vivons une transition de 12 mois. Un président qui est civil, Michel Kafando, un premier ministre qui est militaire, Isaac Yakuba Zida, un gouvernement composé de la société civile, des partis politiques et puis des militaires, et un conseil national de la transition a lieu place de l'Assemblée nationale constitué, composé de 90 membres, des militaires, de la société, des membres de la société civile et puis des membres des partis politiques. Et l'objectif premier de cette transition, c'est bien sûr d'organiser les élections d'ici 12 mois, des élections couplées, des élections présidentielles et ensuite des élections législatives. Et puis je pense que à la prochaine échéance des entretiens de réunion, je me présenterai encore comme parlementaire du Burkina Faso. C'est ce qu'on vous souhaite. Vous êtes confiante dans la possibilité d'un progrès, d'une transition démocratique au Burkina Faso? On a parfois comparé ce qui s'est passé aux révolutions arabes. On sait qu'il y a des exemples plutôt positifs. On l'a vu récemment avec la Tunisie. Il y a des pays où c'était beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous êtes confiant dans la possibilité de réussite de cette transition? Moi, je suis très confiante parce que notre situation est plus différente des pays maghrébins. Vous savez que chez nous, les élections ont duré 2 jours, 48 heures, les 30 et 30 heures. Le président a démissionné, les militaires ont pris leurs responsabilités. Il y a une charte nationale qui a été signée entre les différentes composantes de ce pays. Et rapidement, la transition a pris corps et les objectifs sont clairs. Et tout le monde est unanime qu'il faut respecter cette charte. Je suis confiante parce que le peuple est suffisamment mature aujourd'hui. C'est ce qu'il veut et nous savons que d'ici décembre 2015, nous aurons des élections libres, transparentes. Merci. C'est ce que l'on peut vous souhaiter de mieux. Merci. Ancien Premier ministre de Guinée, vous êtes maintenant des responsables de l'opposition. Vous êtes à la face, votre parcours ici, c'est celui
de la fièvre d'Ebola. Vous êtes un des 3 pays qui a été les plus touchés. Où en est-on aujourd'hui? Je commencerai par remercier le gouvernement et le peuple français et pour l'assistance précieuse qu'ils ont apportée à la Guinée dans cette épreuve de lutte contre Ebola. Sans l'intervention des partenaires étrangers, je pense qu'on serait aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. Parce que le contexte, il faut dire que le pays est dans une pauvreté insoutenable. Je dois rappeler, la Guinée est en proie à une crise socio-économique profonde depuis des années. Et malheureusement, l'avènement de M. Alpha Condé n'a pas amélioré la situation, au contraire. Il a aggravé dans la mesure où les politiques qu'il a voulu mettre en œuvre, c'était des politiques de notre temps. Il a voulu nationaliser les investissements avant leur réalisation, en modifiant le code minier et en obligeant toutes les entreprises à céder 35% de leur capital à l'État gratuitement. Donc il y a une pauvreté énorme qui sévissait dans le pays avec un système de santé très fragile. C'est dans ce contexte que est arrivé Ebola. Combien de victimes d'Ebola en Guinée? 1300 victimes à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, c'est que vous me disiez hier que malgré les difficultés, grâce aux mesures qui ont été prises, grâce à l'aide internationale, française je crois notamment, vous êtes peut-être un petit peu moins pessimiste que vous ne l'étiez il y a quelques semaines encore. Peut-être est-on en train d'endiguer un peu les choses. Oui, disons que nous sommes devenus un peu plus optimistes grâce à l'implication très forte des partenaires internationaux, l'OMS, Médecins sans frontières, l'UNICEF, la Croix-Rouge internationale. Il y a beaucoup d'intervenants aujourd'hui grâce auxquels en fait on a tendance à maîtriser justement la maladie. Et ça c'est une réalité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelques semaines, l'OMS disait on est en train de perdre le combat, etc. Vous pensez que là, il commence à y avoir un premier effet, on atteint peut-être un palier? Oui, il y a des résultats de cet effort, il y a des résultats. On signale moins de cas aujourd'hui qu'il y a 2 mois ou 3 mois. C'est ce qui a une tendance à maîtriser justement la pandémie et à limiter sa propagation grâce justement à cette intervention très forte des partenaires étrangers qui sont... Et la sensibilisation aussi de la population. La sensibilisation, nous sommes tous impliqués dans la sensibilisation pour d'abord faire admettre aux citoyens que Ebola était une réalité, car compte tenu de la crise de confiance qui existe entre le gouvernement actuel et la population, les gens ne croyaient pas à l'existence de la maladie. Et pendant très longtemps, ils ont continué à violer justement les consignes qui étaient données pour limiter la propagation de la maladie. Mais maintenant, il y a une prise de conscience sur l'ensemble par tous les citoyens. Il y a une implication plus forte des imams, des leaders d'opinion, des artistes, des hommes politiques. Tout le monde s'est impliqué dans la lutte, dans la riposte contre Ebola. Et il y a des effets positifs. Au-delà donc des clivages politiques. Alors, votre regard sur la situation française. Je ne sais pas quel regard vous pouvez avoir sur les débats qui ont eu lieu ce matin, où vous sentez une France qui doute d'elle-même, qui ne sait pas où elle va en termes de dépenses publiques, où on parle toujours de perte de confiance. J'imagine que vu de chez vous, avec les défis que vous avez, ça doit paraître peut-être un peu étrange qu'on soit à ce point dans un état de quasi-dépression en France. Je voudrais savoir quel est votre regard sur notre situation et les questions que nous nous posons ici, ce que vous avez un petit peu ressenti. Parler de la France, je voudrais tout d'abord témoigner toute ma profonde gratitude aux initiateurs et aux organisateurs de ces entretiens de Yomon et surtout à Jérôme Chartier pour cette invitation très sympathique. Et ce cadre somptueux, je vais le dire, dit long sur le sujet de ces entretiens. La France, moi en tant qu'Africaine, venant d'un pays à revenu très limité, je suis très confiante. Alors je ne comprends pas pourquoi vous les Français, vous doutez.
économique qui a toutes les ressources nécessaires à son plein épanouissement. Mais la France a mal à sa politique. Quand j'écoute les orientations politiques, les programmes de campagne, réduction des impôts, réduction du train de vie de l'État, réduction du taux de chômage, et à la fin, je ne vois pas de résultat tangible. Qu'est-ce qui se passe? Vous qui avez toutes les capacités intellectuelles, les capacités au niveau historique, géographique pour réussir, je ne comprends pas. Quand je prends au niveau politique, aujourd'hui nous assistons à cette recomposition politique dans la perspective des élections présidentielles 2017. Et tout ça sur un fond de crise larvée au niveau de vos grands partis, du PS, de l'UMP. Je me pose beaucoup de questions. Je pense que vous avez beaucoup à faire. Vous avez les solutions à vos pieds, mais je ne comprends toujours pas. Au niveau économique, nous avons là cette morosité persistante de l'activité qui induise un ralentissement de la croissance économique et un accroissement du taux de chômage. Je me pose toujours des questions. Et tout ça, ça joue sur le social, bien sûr. Il y a un fond. Le social est suffisamment dégradé en ce moment. Je me pose beaucoup de questions. Quand je regarde la France face à l'Afrique, aujourd'hui, j'ai l'impression que la France n'arrive pas à exploiter judicieusement ses atouts en Afrique. L'Afrique francophone, on a cette monnaie, le franc CFA, qui est fortement adossé à l'euro. Nous avons cette histoire des grands pays colonisés par la France. Nous avons ces ambassadeurs locaux. Quand je parle d'ambassadeurs locaux, ce n'est pas bien sûr les cravates, les cols blancs que vous envoyez en Afrique. C'est les vrais ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est ces grands intellectuels africains que la France a contribué à construire. Ces grands intellectuels qui ont suivi des formations, qui ont été formés par la France. J'en suis la preuve. J'ai entre autres deux diplômes français. J'ai un diplôme d'études supérieures de l'Institut technique de Bâle, d'un centre français. J'ai un master 2 en développement et financement du secteur privé, du CEPEP, que beaucoup d'entre vous connaissent à Marseille. Cette année, j'ai eu cette chance de participer au programme des personnalités d'avenir du ministère des Affaires étrangères de la France. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais dans mon pays, il n'y a pas un cadre unique de concertation de tous ces intellectuels. Ce sont les vrais ambassadeurs de la France, parce qu'ils comprennent mieux la France. Quand ils voient un dossier français, ils se sentent français et ils veulent défendre. Défendre dans l'intérêt de la France et surtout dans la construction de leur pays respectif. C'est de tout ça que je parle. Et je pense que la France peut. Voici la France d'aujourd'hui. Moi, je crois à la France. Vous ne croyez pas à la France? Moi, je crois à la France en tant qu'Africaine. Ce même sentiment, quel est votre regard sur la France, sur la manière dont nous nous considérons et sur le rôle que nous pouvons jouer, que nous ne pouvons plus jouer, peut-être, je ne sais pas. Moi, je m'interroge plutôt. Il y a un diagnostic sur lequel il y a presque l'unanimité. C'est que la France, l'économie française se porte mal. Le taux de croissance est faible. Les comptes extérieurs se détériorent. Le niveau de la dépense est élevé. Les prélèvements fiscaux sont exorbitants. Ils sont à tel niveau qu'ils pénalisent la compétitivité des entreprises et les exportations.
Il y a des chiffres qui disent tout ça. On me dit que la part de l'industrie française dans le PIB n'est qu'à 12%, alors qu'en Allemagne, elle est à 26%. En Suède, 21%. On attribue ces contre-performances au niveau extrêmement élevé des prélèvements sociaux, ce qui réduit fortement donc cette compétitivité française. Le diagnostic est posé, tout le monde est d'accord. Depuis 2 jours, on écoute les experts, les patrons des entreprises, les hommes politiques. Pratiquement, il y a l'unanimité. Mais on n'arrive pas à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour changer cette situation. Je ne comprends pas. On dit que le niveau de dépenses est très élevé. Je crois que c'est quelque chose de 46,5% du PIB. Les prélèvements, dont la plus grande partie est assise sur le capital et non sur la consommation. Alors pourquoi la France n'arrive pas à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour améliorer son rang dans le monde économique, son influence? Parce qu'on ne peut pas espérer que la France va garder son influence, garder son poids si vraiment son économie continue à ne pas croître. Donc je m'interroge un peu pourquoi cet immobilisme, alors que le diagnostic est là, tout le monde est d'accord. Et votre réponse? Là, je m'interroge, j'interroge les Français qui sont là. Moi, je crois à la France, il y a un potentiel, je sais qu'il y a des capacités, il y a des infrastructures, il y a les ressources humaines, il y a toute une série de facteurs qui pourraient naturellement relancer rapidement l'économie française si on a le courage et la sérénité, comme l'a dit tout à l'heure un de mes prédécesseurs dans cette tribune. Et vous, en tant qu'Africain, vous avez envie, comme madame, par rapport à l'Afrique, par rapport à sur relève aussi? Oui, parce qu'on a parlé de tous les postes de dépenses. Il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est l'aide publique au développement. Je sais qu'elle représente 0,4% du PIB environ, mais le président Chirac avait promis de le porter en 2015 à 0,7%, qui est l'objectif que les pays de l'OCDE se seraient assignés depuis le début des années 70. Malheureusement, je ne sais pas si les 0,7% constituent toujours les objectifs. Parce que dans d'autres pays, comme aux États-Unis, on en parle bien. Mais en France, souvent, on en parle, on dit non, on va avancer. Malheureusement, ça n'avance pas beaucoup. Alors, je ne sais pas aussi quel est. Je me demande pourquoi on en parle moins alors qu'on avait fixé une échéance. Mais je sais que si l'économie française se porte bien, nous avons d'énormes avantages. Voyez-vous, si la France n'était pas là, l'année dernière, avec l'avancée des djihadistes, il faut saluer la position, la décision de la France d'intervenir spontanément. Nous serions tous aujourd'hui sous le joug des djihadistes. Si la France n'était pas intervenue fortement dans la lutte contre Ebola, on ne serait pas là aujourd'hui. Nous avons tous intérêt à ce que l'économie française soit prospère et qu'elle continue d'occuper son rang et mieux l'améliorer. Donc, je souhaite que les réformes nécessaires soient prises, soient engagées pour que la France continue d'occuper son rang et de peser de tout son poids dans les affaires du monde, parce que la France a toujours défendu les pays africains, elle a toujours milité pour l'accroissement de l'aide publique au développement, pour la mobilisation des ressources en faveur des pays pauvres d'Afrique, pour l'annulation de la dette, et si bien que aujourd'hui la France, l'Agence française de développement, ne prête pas à nos États pauvres. Elle fait des dons, même si l'enveloppe réservée aux dons se rétrécit, mais on doit reconnaître que c'est un signal fort que la France a donné aux autres pays occidentaux de favoriser justement le développement de ces pays. Mais j'ai une petite préoccupation pour finir. Le repli
défi un peu de la France en Afrique. Parce qu'on a constaté que la part de marché de la France ne fait que baisser en valeur relative au niveau du continent. C'est vrai, elle est concurrencée par les Asiatiques, les BRICS, la Chine en particulier. Mais la part de marché de la France entre 2000 et 2011, je pense que c'est passé de 10% à 4,7%. C'est préoccupant. Je pense qu'il faut qu'ensemble, on réfléchisse sur le type de partenariat à développer pour maintenir une présence un peu plus forte de la France dans nos économies. En termes d'investissement, il reste le troisième investisseur, je crois, sur le continent. Mais en termes d'aide publique au développement en Afrique au sud du Sahara, notamment dans les pays francophones, aussi occupe une place non négligeable. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire pour la relance de la coopération et du partenariat entre la France et les pays africains, notamment les pays francophones. Merci à tous deux de vos témoignages. De la France et d'avoir aussi encouragé à retrouver un peu de confiance en soi-même, cette confiance qu'on vous souhaite à la fois pour la Guinée, pour relever votre défi et pour relever le vôtre, mais celui de la démocratie et ensemble pour vous deux du développement. Merci à vous. Le Royaume-Uni, c'est deux journées très intenses, de débats très riches, avec beaucoup effectivement on va dire, de débats animés et qui nous ont enrichis dans ce cadre vraiment magnifique. Je vais demander maintenant pour conclure cet entretien à Augustin Manet, président de l'aéroport de Paris, président de cette 11e session de l'entretien de Royaume-Uni, de bien vouloir venir conclure. Merci d'applaudir. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas pu assister à l'intégralité de cet entretien, la session qui vient de se dérouler était un résumé en fait. Donc vous partagez une espèce de pastille résumée, et je vous remercie de vos contributions à tous les deux.